On est très heureux d'accueillir Sophie van der Linden à Marimont parce que déjà il y a eu un rendez-vous manqué l'année dernière. Ensuite parce que on suit son travail depuis longtemps ici autour de des offres qu'elle met à l'honneur notamment sur son site internet, mais également aussi de sa pratique en tant qu'autrice et aussi bien sa pratique en tant que chercheuse sur les albums jeunesse. Parmi les ouvrages, moi, que j'ai découvert, il y a un ouvrage de référence qui date de 2013, qui a 10 ans maintenant, mais qui est Album, qui est vraiment un très bel ouvrage tout blanc. Je crois que c'était chez Actes Sud, oui, c'est ça. Tout sur la littérature jeunesse. Mais c'est vrai que je connais un peu moins votre travail en tant qu'autrice de Terre et de Mer, après Constantinople, qui sont les deux récits, œuvres que vous avez réalisés plus récemment. Alors, je ne vais pas m'attarder longuement sur tout le bien fondé de sa présence parmi nous, puisque par ailleurs, non seulement elle s'intéresse aux questions d'enjeux d'éco-politique, mais aussi elle s'est intéressée de près au travail de Mélanie Rutten, qu'elle suit depuis un certain nombre d'années. Et je vais tout simplement lui céder la place pour qu'elle nous parle de l'album jeunesse, espace naturel d'une éco-poétique. C'est une question qu'elle nous pose et je ne sais pas si on sera en mesure d'y répondre ensemble. Merci beaucoup Sofiane pour cette présentation et plus largement merci à vous, à Nadia et à Mélanie pour cette invitation. D'autant que je ne suis ni belge, malgré mon nom, et ni spécialiste en fait d'éco-poétique. Donc grand merci de m'inviter malgré tout. Alors c'est vrai que moi je viens des sciences dures de la littérature, c'est-à-dire je viens du structuralisme, donc vraiment le béton armé de la théorie littéraire, de la sémiologie, et j'ai beau observer cette littérature depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, cette question-là m'avait assez peu effleuré. Alors, faut dire aussi que, voilà, là, j'ai juste fait bêtement une recherche avec 3 termes, livre, jeunesse, écologie, mais c'est tout à fait représentatif de ce que l'on trouve en ce domaine. La manière dont on aborde l'écologie dans le livre jeunesse est quand même très, très fréquemment assez peu esthétique, déjà. Et puis très très injonctive. Il faut devenir un bon citoyen, condescendante, enfin bref, pas intéressante du tout. Et le déclencheur, pour moi, d'une réflexion qui est vraiment naissante, hein. Moi j'ai réagi très vivement et avec beaucoup d'enthousiasme à votre proposition, mais en même temps, j'ai absolument pas travaillé le sujet. Je l'ai à peine effleuré, mais c'est vraiment un champ vers lequel je me dirige. Mais c'est vrai que l'album de Jérémy Moreau, La Chambre de Warren, qui est sorti assez récemment, a vraiment été un déclencheur. Alors, Jérémy Moreau, je ne sais pas si vous le connaissez, dans le champ de la littérature jeunesse, il est tout jeune, mais extrêmement prometteur, et je sais qu'il a énormément de projets à venir. Plus récemment, il a fait cette bande dessinée. C'était aussi le récipiendaire très très jeune, ce jeune homme qui recevait le Fauve d'or à Angoulême pour la saga de Grimm, et qui place son travail, sa réflexion à l'aune des théories de l'anthropologie. Les Peaslee est par exemple un livre qui est placé sous la réflexion de Nastasia Martin et de son travail auprès des Gwich'in, les chasseurs-cueilleurs de l'Alaska. Et donc cette chambre de Warren se présente comme un album jeunesse extrêmement intéressant. Alors je reprends mes références
de jadis, mais il y a vraiment un feuilleté des sens, comme au sens du concept amené par Roland Barthes. C'est-à-dire, il y a vraiment dans ce livre un foisonnement de mythologie convoquée. Il y a une sorte de syncrétisme folklorique. Il y a toute une symbolique de l'apocalypse dont parlait Mélanie. Un récit qui prend des allures de cosmogonie. On a un enlacement du merveilleux et du réel. On a une place accordée au rêve qui est extrêmement importante et qui est moteur de cette fiction et moteur aussi du réel de cette fiction. On a des chants partagés entre animaux et humains, et c'est bien sûr tout le sujet finalement du livre, cette harmonie trouvée entre les humains, les non-humains, et cette nature au bord du cataclysme. Et tout le récit vise finalement à réorganiser ce vivant et à amener à une cohabitation des vivants dans la nature et à vraiment proposer des schémas tout à fait inédits dans ce champ de la littérature jeunesse. Et puis, voilà, il fallait quand même qu'on nous mette les choses sous les yeux. Et donc ce livre, il prend place dans une collection. Alors je ne sais pas si vous pouvez tellement lire, mais en tout cas, l'album en tant que tel émane d'une réflexion qui a suivi la lecture de Jean-Christophe Cavalin du Valet Noir, et donc de toute cette réflexion sur la narratologie, le récit dans le monde d'aujourd'hui. Et il est vrai que Jérémy Moreau amène tellement par l'intermédiaire de la figure du dieu Pan, mais amène toutes des mythologies qui, effectivement, selon Jean-Christophe Cavalin, sont défaillantes aujourd'hui dans la littérature contemporaine. Et puis, voilà, il finit par citer Bruno Latour et inscrire donc cette collection comme l'intention, finalement, de donner envie aux enfants d'être terrestres. Et cet album, qui est si ample, si foisonnant, si nourri de références, a des allures de classique. Et finalement, parce que ce dessin aussi, il est très évocateur d'une lignée de dessinateurs. Et je me suis demandé à ce moment-là, mais finalement, et Mélanie, elle avait déjà répondu, et elle avait déjà beaucoup plus réfléchi bien avant moi à ces questions, c'est que, effectivement, est-ce que l'album n'est pas ce terrain déjà exemplaire d'une éco-poétique? Donc, je suis revenue au classique. Béatrix Potter est bien la première dans le champ de l'édition jeunesse, et je ne parle pas, bien entendu, du conte, je ne parle pas de la fable, mais qui sont bien sûr le socle de cette littérature. Mais dans le champ de la littérature jeunesse, elle est la première à mettre en scène des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire des animaux qui se dressent, qui se tiennent debout et qui sont habillés et qui parlent. Alors, j'ai pas le temps ce matin, mais ce serait vraiment intéressant d'ailleurs de se poser la question des différentes formes en fait de l'anthropomorphisme en littérature jeunesse. Il y a les animaux qui sont debout, il y a les animaux qui sont habillés, qui parlent, mais il y a ceux qui sont habillés qui ne parlent pas, enfin etc. Vous voyez, il y a tout un champ, il y aurait presque une typologie à adresser. Mais bien évidemment, ce que nous enseignent ces livres fondateurs de l'histoire de la littérature jeunesse, c'est cette présence
extrêmement importante de l'animal comme personnage et qu'on ne retrouve pas, bien évidemment, dans la littérature générale, ou en tout cas de manière tout à fait singulière. Donc il y a déjà cette représentation de l'animal, mais qui est quelque part à la fois une représentation de l'enfant, bien entendu, l'enfant qui passe de 4 pattes à 2 pattes, lui aussi, en marchant, l'enfant qui n'est pas, selon l'étymologie, celui qui parle, mais qui va accéder à la parole. Et alors, on est dépourvu de travaux véritablement sur l'anthropologie de l'enfance. Mais parce que souvent l'anthropologie de l'enfance, ça les ramener aux sciences de l'éducation. Mais bien entendu que l'animisme enfantin est évidemment éclairé par ce totémisme de l'illustration jeunesse. Et là, vous me voyez venir avec mes grands sabots, donc j'ai quand même lu mon Philippe Descola, et c'est vrai que son schéma des ontologies de l'animisme, du totémisme, en relation avec le naturalisme et l'analogisme, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant entre l'enfance lecteur, l'enfant représenté, l'enfant illustré, l'animal enfantin représenté, et peut-être un monde des adultes qui fonctionne différemment. Et sans doute que cette littérature adressée à l'enfant, et si Théophile Gautier nous dit voir avec les yeux d'un autre, c'est aussi le défi des illustrateurs de voir avec les yeux d'un enfant, et donc effectivement peut-être donner écho à cette particularité enfantine qui est d'accorder une intériorité aux animaux, aux non-vivants, plus généralement, y compris peut-être même jusqu'aux objets. Et alors là, eh bien tout s'aligne, tout prend sens. Et bien entendu, tous ces classiques, Kenneth Graham, cette présence-là de ces animaux, alors qui sont des types, qui sont des caractères, mais cette petite société humaine dans cet environnement ultra naturel est évidemment un fondement majeur d'une considération, en tout cas d'un regard de l'éco-poétique sur la production jeunesse. Et on voit bien comment ces dynamiques-là, ces logiques narratives et symboliques traversent l'ensemble de la littérature jeunesse au travers des siècles. On voit bien comment Suzanne Varley reprend de manière quasiment explicite les personnages de Kenneth Graham. On voit bien comment la Suédoise Elsa Beskow a pu, de manière extrêmement évidente et assumée et déclarée, nourrir les représentations et les schémas qu'amène une Kitty Crotter un siècle plus tard, avec voilà des représentations de personnages au sein de la nature. Et donc ce trio, mais ce trio relationnel entre l'enfant, l'animal et la nature, je crois, est vraiment un champ, un horizon de réflexion pour la compréhension de la littérature jeunesse qui me semble extrêmement fructueux. Et on peut ainsi constamment dresser des chronologies à partir des grands classiques de la littérature jeunesse. Ici, Winnie l'ourson, donc par Milne et illustré par Shepard en 1926. Et alors là, la présence de l'humain aussi, de l'enfant, dans son rapport à la nature et aux animaux, et qu'on retrouve par exemple aujourd'hui aussi, je l'ai pas mis, mais par exemple Delphine Perret avec Buyant, c'est exactement ça. C'est-à-dire on est dans une petite société animale qui a une considération pour le monde humain qui est à la lisière, qui est derrière, mais on dialogue avec qui? Avec l'enfant. Et bien évidemment, voilà, le parallèle entre Milne, Shepard et Gabriel Vincent, y compris ce motif de la déambulation, de la perte. Juste petite parenthèse, Au secours, le dernier, Fuyez, la dernière réédition de Gabriel Vincent chez Casterman, qui est, non, c'est atroce, quoi. Ils ont vraiment redessiné Gabriel Vincent, ça devrait être puni par la loi.
Voilà, 1946, ce Garth Williams, qu'on redécouvre aujourd'hui, qui est un illustrateur aussi des petits livres d'or, etc., mais des motifs comme cela, c'est-à-dire des animaux en fourrure qui endossent des fourrures dans des livres en fourrure. Alors, c'est des choses qu'on ferait plus du tout, hein, c'est une fourrure de lapin. Mais voilà, on est vraiment sur des schémas très forts d'interpénétration, de dialogue, d'entremêlement des différents registres dans une continuité des vivants et des non-vivants. Ce qui est intéressant, bien entendu, c'est aussi de voir les évolutions. Marlaguet, 1952, magnifique Gerda Müller qui est toujours au travail aujourd'hui, c'est 95 ans, 97 ans, 95 ans, 97 ans, ici dans la version rééditée, mais c'est quelle rencontre de l'enfant et de l'animal sauvage qui se fait au moment de Marlaguet sous l'agression, sous l'angle de l'agression, puis de la domestication, et finalement de la séparation. Et qui aujourd'hui est revue, alors aujourd'hui, pardon, pas exactement, mais revue par des schémas complètement nouveaux qui dressent là aussi de nouvelles mythologies de relationnel entre l'enfant et l'animal sauvage, jusqu'à aujourd'hui quasiment, avec ce livre tout récent de Sarah Chevaux qui est ce même motif de la chevauchée, de l'enlacement finalement de l'animal et du cheval sauvage. Je sais plus jusqu'à quelle heure j'ai maintenant du coup, je suis perdue, mais bon, vous me ferez signe quand ça ne va pas. Voilà, bon, il y a vraiment toute une série de récits, de socles de la littérature jeunesse qui me semble vraiment intéressant aujourd'hui à ressortir et à considérer par rapport aux évolutions qui en sont faites et à ce qu'on peut constater de ces motifs et de leurs évolutions dans le champ de la littérature jeunesse contemporaine. Un exemple un petit peu plus appuyé, Boucle d'or et les trois ours. Dans la version de Rojankowski, Livre d'or en 49, ou encore elle, dans la version de Gerda Müller, Boucle d'or et les trois ours de 1956. Le rapport de l'enfant qui se perd dans la forêt et qui approche une cabane, mais qui est à la fois une cabane habitée, mais qui est la cabane des ours. Et finalement, les ours reviennent et la mettent en fuite. Le dessin, la nouvelle version de Gerda Müller est assez intéressante parce qu'elle accentue, elle aussi, ce clivage entre l'animal sauvage et l'animal enfantin. Mais regardons un peu ce que Boucle d'or devient avec Adrien Albert. Plus récemment. Il suit vraiment le schéma, sauf que déjà, il nous le dit dès le départ, mais ce n'est pas un sujet. Boucle d'or est un petit garçon. C'est pareil, c'est pas notre sujet du jour, mais on n'a plus un gros ours, un moyen ours et un petit ours. Sous-entendu, le grand ours, c'est le papa, le moyen ours, c'est la maman. C'était clair pour tout le monde. Là, il y a deux gros ours, point. Mais ce qui est intéressant, et qui est qui est presque en creux dans cet album, c'est que lorsque les ours rentrent et qu'ils voient disparaître ce petit garçon, ils disent « c'est une bête ». Là, c'est un renversement de perspective extrêmement intéressant. Sauf que cette bête, la bête est là, sous le drap, mais cette bête, quand on la reconnaît, c'est le petit garçon de la ferme d'à côté. Et là, ça devient le petit garçon. Et donc, on le traite à égalité, les deux enfants sont mis sur le même plan et fondent en larmes, et finalement, les deux parents s'occupent des petits, les petits, et on s'occupera de ramener le petit chez ses parents ensuite. Malgré tout, les ours ne débordent pas du cadre de la forêt,
Et donc le petit garçon finit tout seul le trajet, et le petit ourson fait au revoir avec sa patte, le petit garçon fait au revoir avec sa main. Et donc, vous voyez, quand l'espace d'un album, tout ce questionnement de la relation, à la fois dans un cadre fictif d'animaux qui parlent, anthropomorphes, qui habitent des maisons, mais en même temps, on redresse de nouvelles barrières et aussi de nouvelles relations, puisqu'on se dit au revoir, c'est-à-dire qu'on va se revoir. Et par contre, quand on revient à la ferme, quand le petit garçon revient à la ferme, il y a là des animaux domestiques qui, eux, n'ont plus la parole. Vous voyez, et c'est tout ce jeu relationnel très fructueux qui se dessine aujourd'hui et qui est évidemment interrogé. Le personnage anthropomorphe qui parle, qui est un personnage, l'animal qui ne parle pas, qui est un animal d'élevage, et toute cette interrogation, et c'est pas du tout, je crois, là l'idée de redresser de nouvelles hiérarchies, mais c'est vraiment d'attirer l'attention et quelque part la réflexion sur le statut de l'animal, sur sa relation à l'humain, et aussi sur les statuts des différents animaux entre eux. Dans cet album sans texte, La nuit de la fête foraine, on a des animaux qui investissent la fête foraine quand les humains la désertent et qui prennent la place des humains dans la fête foraine. On a, sans bien entendu qu'il n'y a aucun texte pour l'appuyer, ce petit loup qui va manifestement à dessein à la pêche au canard pour obtenir ce poisson rouge. On a cette image, pareil, qui n'est absolument pas appuyée par un propos verbal, mais qui est quand même extrêmement intéressante, des animaux qui chevauchent les animaux du manège. Et cette magnifique fin d'album avec les animaux qui repartent dans la forêt une fois le jour levé, et ce loup qui, ne déchiquette pas son paquet, mais le remet à l'eau. Et comment le loup sauvage renvoie à la nature le pauvre poisson rouge qui n'existe que pour être donné dans cette fête forêt. Voilà. Ces jeux-là, cette interrogation, finalement, elle est constante dans la littérature jeunesse, et l'une des grandes illustratrices, autrices illustratrices belges qui travaille ça depuis extrêmement longtemps, c'est Anne Brouillard, qui non seulement installe ces relations entre humains et non humains de longue date, fait naître, vous voyez ici, des amitiés entre le magicien rouge et Kilioc, qui n'a pas, l'un et l'autre n'ont pas encore de nom à ce moment-là, et qui, au gré de ses livres, donc, imagine des banquets où tout le monde siège à part entière, mais donne de plus en plus d'existence, une histoire. Il y a un roman des origines de Kilioc, de ce chien, au travers des albums d'Anne Brouillard, Kilioc, qui a sa maison, qu'on retrouve dans différents livres. Et alors se pose aussi, dans le champ de la littérature jeunesse et dans le champ de l'enfance, bien entendu, la place des doudous, qui sont souvent animaux. Donc qu'est-ce que c'est qu'un doudou ? Un doudou qui lui aussi est doué d'une intériorité selon l'enfant. Donc on a des schémas narratifs où l'animal à la fois domestique et sauvage qu'est le chat, c'est-à-dire c'est le chat de la maison, mais en fait on ne lui fait bien sûr rien faire de ce qu'on en voudrait qu'il fasse, qui voisine avec le doudou dans des aventures fictives imaginées par l'enfant, et là aussi on a des configurations complètement atypiques dans ce schéma relationnel. Alors Mélanie, j'aurais pu, c'est toujours délicat de parler du travail des auteurs devant eux, donc je me suis censurée, mais j'aurais pu
la placer à tout moment finalement de cet exposé, parce que je l'avais déjà écrit. Pour moi, elle est dans cette filiation des petites narrations naturelles issues de Kenneth Graham. Elle est aussi, et elle en a fait la démonstration, je pense, un chant. Chacun de ses albums est un chant merveilleux de projection d'une éco-poétique. Mais je voulais la mettre au milieu parce que effectivement, c'est-à-dire que moi, sans avoir intellectualisé ce champ-là et sans savoir aussi qu'elle travaillait sur ses réflexions, Les Sauvages est un album absolument emblématique de ces relations, de cet enlacement, de cet entremêlement, d'une nature qui n'est plus une extériorité. D'enfants et du vivant, du non-vivant, de l'humain, du non-humain, et dans cette image que je trouve absolument magnifique, où il y a un enlacement en fait des différents règnes et une harmonie des différents règnes, même si l'harmonie elle passe aussi par la dispute et par la confrontation. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de regarder ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, c'est en Suède, pays qui a un rapport, bien entendu, à la nature extrêmement intéressant. Et dans ce livre qui s'appelle La nature de Emma, alors ça se prononce Adbogø, m'a-t-on appris, donc maintenant j'y veille. Donc aux éditions Cambourakis, qui font vraiment ce travail magnifique de traduction d'albums suédois. Et donc ce livre qui est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment un propos pur et dur sur l'écologie et qui présente une situation de départ donc avec un narrateur à la première personne, donc notre petite ville où habitent toutes sortes de personnes. Voilà. Et autour de notre petite ville, c'est un peu différent. Ça s'appelle la nature. C'est surtout une forêt, un lac, des buissons et un peu de mer. Voilà. Donc la nature, c'est ce qui est autour, qui se définit par ces motifs. Bon, et le récit met en place, alors là, l'apocalypse, puisque en fait la nature est extrêmement gênante. Donc elle fait des feuilles vraiment qui deviennent très très rapidement problématiques. Et donc la solution, c'est d'enlever les arbres, de goudronner à outrance, parce que là, enfin, on est tranquille et c'est extrêmement agréable, voilà, d'avoir une ville dégagée de toutes les nuisances apportées par la nature. Bon, sauf que bien entendu, quand la canicule arrive, là, ça devient totalement insupportable. Donc, on fait tourner les voitures avec la clim pour se rafraîchir. Il y a bien sûr une ironie magnifique dans cet album qui arrive à une reconfiguration, vous voyez, de l'image de départ. Mais ce qui est très intéressant là, et on n'est pas du tout dans une démonstration punitive des conséquences de l'acharnement contre la nature, c'est finalement la nature qui gagne. La nature est toujours là, avec ses forêts et ses buissons, son lac et sa mer, et un endroit comme en dehors de la nature, il y a notre petite ville, mais ce ne sont que quelques maisons et du goudron. Et l'espace d'un album, on a complètement inversé la perspective. Alors, la sœur jumelle d'Emma, Lisen Adbogø, utilise d'autres voies, mais qui sont tout aussi radicales. Cette famille qui arrive dans un endroit où elle veut habiter, mais il va falloir démolir la cabane qui existe et bûcheronner les arbres. Donc, comme on est en Suède, c'est la maman qui bûcheronne. C'est la maman qui accroche les tableaux au mur, mais le tableau, une résine qui sort du tableau semble saigner. Et toute une série de métamorphoses vont s'opérer. Les humains se couvrent d'écorce. On consulte le médecin. Et ils ont très très soif par les pieds, comme dirait l'un des enfants. En bref, ils se transforment en arbres et se plantent eux-mêmes dans la terre. Je vous laisse découvrir le retournement final quand une nouvelle famille arrivera un peu plus tard. Voilà, donc là on est sur des propos peut-être plus ouvertement écologistes, mais vous voyez qu'ils sont là aussi sur des schémas totalement différents de ceux qu'on a trouvés jusqu'à présent. Je parlais de l'injonction, on est bien sûr sur l'angle de la fable.
Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, et alors là vraiment je navigue à vue, je sais pas du tout. 5 minutes, d'accord, merci beaucoup Sofiane. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est comment l'organique, la représentation d'une esthétique très organique est en train de s'affirmer. Par exemple, avec Marie Mirgen, et là aussi il y a toute une démonstration de ce rapport de l'humain à la nature, qui est, vous le voyez ici, d'abord une représentation d'extériorité. On marche sur le chemin, la nature est autour, on se dirige vers la maison, on marque bien la frontière avec un encadrement en briques. C'est le dedans ultra protégé, ultra cloisonné, et ce sont finalement les animaux qui vont entrer et qui vont complètement bousculer cet ordre-là. Alors avec déjà cet entassement magnifique des animaux sur cette humaine, sur Mouche, mais une maison qui va devenir elle-même organique, comme un tissu vraiment de chair explosé, et là aussi tout complètement réorganisé, refonder les relations entre cette humaine, ces animaux, la maison et la nature. Et ça, on le voit, voilà, avec Anne Zeum, ce glissement aussi, enfin cette esthétique de l'organique, qui est ce vecteur d'une pensée de l'entremêlement de l'humain et du vivant. Ici, on a ce jardin très organisé qui, petit à petit, va déraper complètement et se réapproprier, quasiment engloutir la figure du jardinier humain. De même, Beatrice Alemagna dans Un grand jour de rien, qui est cette histoire du rapport là vraiment d'un enfant qui ne veut pas aller dans la nature et qui finalement va se trouver un espace important pour lui, mais qui là aussi, vraiment purement dans l'esthétique, va se confondre finalement avec cette nature et devenir quasiment, vous le voyez ici, un élément complet de cette nature. Voilà, donc c'est vraiment des pistes, petites pistes de réflexion pour tenter de reconsidérer l'histoire de la littérature jeunesse, mais aussi la production contemporaine à l'aune de théories qui émergent aujourd'hui et de théories intellectuelles qui sont quand même parmi les plus stimulantes aujourd'hui, et peut-être juste finir donc sur cet album de Lorraine Capelli, qui est elle-même l'autrice dans sa généalogie très marquée par toute une famille qui travaille dans la forêt et qui veut écrire, qui veut parler de ce rapport à la forêt de son grand-père, de son père et d'elle-même, et qui montre une enfant qui, c'est le chemin buissonnier par excellence, c'est-à-dire qu'on lâche le cartable et on s'enfonce dans la nature. Et là aussi, il y a une esthétique extrêmement forte là, il y a vraiment, pour moi, un travail qu'elle fait sur ce paysage où elle intègre le personnage, exactement comme dans la peinture chinoise sur rouleau. On intégrait le personnage, et donc le spectateur au cœur d'un paysage qui n'est dans la pensée chinoise n'est jamais comprise comme une extériorité. Et Lorraine Capelli fait ça, c'est-à-dire qu'elle nous fait rentrer dans ce livre, elle nous fait rentrer dans cette forêt, elle nous fait rentrer aussi dans une enfance dans cette forêt. On voit que visuellement, cet enfant qui pénètre la forêt, et dans une plastiquement mêlé à cette forêt où le lieu se reconfigure par le rêve, encore une fois, l'importance du rêve, dans un nouvel ordre complètement subjectif et personnel du rapport à une nature qui n'est plus une extériorité et à des animaux qui ne sont plus les autres, mais qui dessine
véritablement de nouvelles relations, et je pense que c'est un champ extrêmement fructueux aussi pour l'enfance. C'est-à-dire que cette vision écopoétique de la littérature jeunesse, je pense, nous amène aussi à une reconfiguration de ces sauvages, finalement, que sont les enfants. Merci.